comme on le voit sur la photo, il n'y a plus de peau et de chair, il y a une blessure nette, et on le voit ici sur le cliché, il y a une substance plus ou moins noirâtre au sol. Aucune trace d'intervention qui voudrait signifier qu'on a essayé de le capturer, qu'il a lutté contre d'autres prédateurs, pas de traces de sang, de pneus ou autre. Et les premiers témoins ont décrit des odeurs de pharmacie ou d'encens. Moi, je reviendrai plus tard sur les hypothèses sur ce point. Et après, ce qui était curieux, c'était les traces, parce qu'il y avait un groupe de plusieurs chevaux, et d'après ce que disent les témoins qui ont vu les traces, elles s'arrêtaient comme s'ils avaient dévalé la montagne, et celle de Snippy tourne en cercle, et puis après, on retrouve ces traces quelques dizaines de mètres plus loin. Comme si le cheval avait été propulsé, d'après les dires d'un témoin. Des buissons aplatis, des trous disposés en cercle. Le corps se conserve anormalement un mois après les faits. Et après, un point qu'on va retrouver ailleurs, c'est qu'autour de ces corps, il n'y a pas de traces d'approche de charognard. Sauf qu'ici, il était précisé qu'il y avait quand même quelques incisions de coyotes ou des viandes non digérées. C'est-à-dire qu'a priori, il y a peut-être des coyotes ou des insectes qui ont essayé de digérer la chair, mais qu'ils n'ont pas pu l'ingurgiter. Pour la chronologie des faits, le shérif avait refusé de se déplacer parce qu'il pensait que c'était un décès lié à la foudre. Et Madame Lewis, qui était propriétaire du cheval, dit avoir retrouvé des poils emblés dans une substance indéfinissable avec un liquide vert qui se serait échappé. Après, le 23 septembre, il y a eu des débats sur des présumées mesures de radioactivité, puisqu'un garde-chasse avait dit qu'il en avait relevé, alors que 15 jours plus tard, le NICAP, une association ufologique américaine, avait contesté les faits, disant qu'elle n'avait pas trouvé de traces de radioactivité. Alors ici, il y a plusieurs hypothèses. Soit un des deux s'est trompé, soit les deux, ou alors il y a peut-être l'hypothèse de la décroissance radioactive. C'est-à-dire que la radioactivité, quand il y en a, décroît naturellement. Bon, il y a des équations pour le faire. Donc il y a ces hypothèses-là. Et après, en début octobre, les déclarations de Madame Lewis ont alerté la presse. Et là, il y a eu une véritable campagne médiatique. C'est parti dans tous les sens. On a eu de la pièce sérieuse et sensationnaliste, qui a déjà parlé de thèses de complot, de sectes, de CIA, d'OVNI. Et de nombreux curieux sont allés sur le site, au point que tous les hôtels aient affiché complet. On remarquera ici qu'il y a beaucoup de photos de gens qui sont approchés du cadavre. Alors ça, c'est pas bon pour la préservation des scènes de crime, parce que ça laisse des traces partout. Et puis après, les groupes ufologiques ont commencé les enquêtes. Il y a une anomalie au niveau de la présentation, parce que j'avais les résultats des analyses médicales en dessous, on ne voit pas là. Bon, c'est pas grave, je vais le dire de tête. Donc, des médecins légistes ont commencé à faire des analyses sur le corps du Snippy pour savoir ce qui s'était passé. Un des premiers qui a voulu rester anonyme a dit que le cerveau n'était plus présent dans la boîte crânienne et qu'il n'y avait pas de liquide dans la colonne vertébrale et dans d'autres endroits du corps. Un autre légiste a confirmé les faits, mais entre-temps, le premier légiste est revenu sur sa déclaration. Il s'est rétracté. Alors, ce qui est très curieux, parce que normalement, les vétérinaires, les légistes disent, quand il y a un organe assez massif comme le cerveau dans un corps, un légiste ne peut pas se tromper. Il y en a ou il n'y en a pas. Et même un stagiaire en formation, il peut le savoir. On pense que le premier légiste s'est rétracté parce qu'il avait peur que sa réputation soit entachée ou impliquée dans cette affaire-là. Un troisième légiste a fait une consultation à distance. Donc là, on ne peut pas faire d'autopsie à distance, donc c'était juste un avis. Il a dit que le cerveau s'était liquéfié et avait disparu dans la terre. Et après, il y a un quatrième légiste qui a dit Snippy a peut-être été abattu puisqu'il aurait retrouvé une trace sur un os pelvien d'un projectile, mais on n'a pas retrouvé le projectile. Donc on voit tout de suite qu'on va arriver à des analyses contradictoires et c'est ce qui va marquer tous les cas qui vont suivre. On va avoir des légistes qui vont se rétracter bizarrement, qui ne vont pas vouloir s'exprimer publiquement quand ils vont voir les conclusions des cas.
Alors, concernant le cas de Snippy, il y a eu plusieurs hypothèses. Bon, les hypothèses naturelles, donc une infection à la patte qui aurait empêché Snippy de rejoindre le troupeau, les traces noires étant des moisissures, et après la thèse des prédateurs, qui va revenir sur plusieurs autres cas. Et là, effectivement, il y a beaucoup de prédateurs naturels qui peuvent attaquer des corps et des cadavres. Des bactéries, insectes microphages, des charognards, des pumas. Alors il y a eu la thèse de la colline fourmi, pas très crédible parce qu'il disait que si la blessure était nette, c'est parce qu'il y avait une colline fourmi qui avait traversé Snippy en oblique. Une autre hypothèse, c'est que le sang, s'il n'y avait pas de sang dans le cadavre, c'est qu'il était absorbé par le sol. Et après l'enfouissement de déchets radioactifs dans le secteur. Ça, on reviendra sur la thèse de la radioactivité. Et après, donc une intervention humaine. Donc Snippy qui aurait été abattu, des maniaques qui seraient venus avec un trépied et qui auraient soulevé le cadavre de Snippy pour lui mettre la tête des abeilles d'acide. Inutile de dire qu'elle n'est pas très crédible parce que déjà il faut être sacrément dérangé pour avoir cette idée-là, mais on peut se souvenir avec du matériel conséquent, genre un trépied, une corde suffisamment solide pour pouvoir soulever une bête de plusieurs centaines de kilos. Et après, il y a eu l'hypothèse de la secte, sur laquelle je reviendrai. Le dossier a commencé à être médiatisé. Alors, pour les sources, moi je les ai trouvées dans ce livre, Le Grand Carnage de Michel Granger. Je considère comme une référence sur cette affaire, parce qu'il va bien creuser chacune des hypothèses, sans prendre trop parti. D'ailleurs, le titre est un peu trompeur, parce qu'on parle d'être revenu d'ailleurs, alors que ce n'est pas forcément la thèse qu'il met en avant dans son ouvrage. Ensuite, il y avait les articles de presse, donc là, qui parlent de l'énigme du cheval mort, The Pueblo Cheftain. Et ici, cet article du Daily Mirror, The Flying Snowmen have killed our horses, donc les hommes des soucoupes volantes ont tué notre cheval. Donc là, c'est Madame Lewis qui s'exprime. Et ici, il faut savoir que le Daily Mirror, c'est un journal sensationnaliste. Bon, là, c'était dans les années 67, mais de nos jours, il existe toujours, et il est toujours sensationnaliste. Ce qui ne veut pas dire que les faits soient faux. Mais là, Madame Lewis s'est plaint qu'il les ait déformés. Parce que le journaliste l'a interrogé et il lui a demandé qu'est-ce que vous pensez de cette histoire. Et comme il y a des affaires de soucoupes volantes et d'ovnis dans le coin, elle a dit bah, ça doit être les soucoupes volantes. Et donc, au lieu de le mettre la phrase à l'interrogatif, ils l'ont mis à l'affirmatif. Un classique des journaux socialistes. En tout cas, dans le secteur, il y a plusieurs cas d'ovnis. Là, Ben King, donc, qui est de la famille du propriétaire du ranch, qui dit qu'en avoir vu un. Madame Agnès King, toujours de la famille, qui dit en avoir vu un. Là, il en manque aussi, mais il y avait des personnes qui étaient invitées à manger chez les King qu'on avait vu. Et un juge de la Cour suprême à la même époque qui déclare avoir été suivi par un objet lumineux avec une forme géométrique. Concernant la thèse ovni à cette époque-là, il faut savoir qu'en 1965, il y avait une grande vague sur le continent américain qui avait d'abord été rapportée dans des bases en Antarctique, des bases scientifiques, par exemple chiliennes ou britanniques. Il y a des articles de presse là-dessus. Et ensuite, dans l'été 1965, qui avait été rapporté dans différents pays. Je pourrais vous montrer à l'occasion des articles de presse, mais on l'appelait The Summer of the Flying Saucer, par exemple, l'été des soucoupes volantes. Il y en avait tellement en Argentine de phénomènes lumineux qu'il y a des journalistes qui sortaient la nuit pour prendre des photos. Et ils en ont pris un sacré paquet d'ailleurs. C'est Ballester, Juan Vicente Ballester qui avait fait un dossier là-dessus. Donc voilà pour ce qui est de Snippy. Et après, on va avoir de multiples articles de journaux qui vont en parler. Il va y avoir une explosion des rapports dans les années 70, puisque si on prend le premier, Kansas Cattle Death Follow Airy Pattern. Ici, les mutilations de bétail au Kansas suivent un modèle sinistre. Brutal Texas Cattle Mutilation Examined in at least 10 counties, du Herald Post. Donc des mutilations brutales de bétail au Texas examinées dans au moins 10 comtés. Est-ce que les tueurs fantomatiques sataniques mutilent du bétail? Donc article du Colorado Spring. Donc ça, c'est des journaux donc classiques, sans forcément sensationnalistes. Ici, on a un dossier sur la répartition géographique de ces mutilations, donc qui sont
visiblement plus concentré sur le Middle West américain. Et le Daily Tribune qui parle de mutilation de bétail, d'hélicoptères, d'ovnis, d'autres articles de journaux. Et les fermiers commencent à faire pression sur les politiciens parce que on a une nette multiplication de ces rapports. Cette fois-ci, ça se compte en centaines. Par exemple, ici, en 1975, au Colorado, on a 130 cas. Et donc, des fermiers vont demander au sénateur Haskell d'intervenir, et donc il va formuler une demande officielle auprès du FBI. De même que l'officier Valdez, Gabriel Valdez du FBI, estime en 1979 qu'il y a eu 8000 mutilations. On a donc une explosion de ces signalements sur une vingtaine d'États et des éléments énigmatiques qui sont signalés, des blessures nettes, des mutilations chirurgicales, des organes manquants qui sont quasiment toujours les mêmes, yeux, langue, oreilles, rectum, mamelles pour les vaches, des parties génitales. Ça, c'est une étude du NIDS qui dit que 85% sont extraites en moyenne, mais ça rejoint une étude de Jean Siller qui disait que c'était le cas dans 90% aussi. Il a fait une étude sur 700 cas. Toujours pas d'empreintes, de traces de sang, une certaine psychose et des tensions naissent, puisque les fermiers, face à une inactivité des autorités, ou tout du moins leur absence de résultats, s'organisent, ils font des rondes de surveillance, ils surveillent sans cesse une autoroute assez spéciale dans le Colorado, qui est visiblement un épicentre des phénomènes, et en plus à ça, s'ajoutent des signalements d'hélicoptères noirs, non immatriculés, de lumières étranges et d'ovnis. Et donc là, encore une nouvelle demande, cette fois-ci près de Dulce, c'est le sénateur Schmitt qui demande une investigation fédérale. Les événements sont confirmés par des centaines de photos. Donc là, on voit tout de suite sur ces photos qu'il y a des découpes tout à fait anormales. Et c'est assez fréquent, par exemple, de voir des lèvres comme ça découpées. Ça, rien qu'à la première photo, on a du mal à croire que c'est des prédateurs naturels qui ont fait ça. Alors voilà la liste des points énigmatiques qu'on constate sur ces prédations. Alors à gauche, de multiples indices qui laissent supposer l'usage de moyens aériens. On a trouvé des cadavres avec des os brisés, en position anormale. Alors par exemple, on a une vache dont la jambe a été brisée, mais qui s'était enfoncée dans le ventre. Une vache dont les cornes étaient enfoncées dans le sol. Parfois, on les retrouve dans des endroits où ils n'auraient pas pu accéder, dans les centres d'étang, des parcs carénacés, des hauteurs. Alors ici, par exemple, on voit cet animal qui est sur des poteaux électriques. Alors, la seule explication que je vois naturelle, ce serait par exemple une trombe emmène cet animal au-dessus. Ce à quoi un auditeur avait répondu, s'il y avait une trombe, bon déjà elle devrait être connue, mais surtout, ça devrait aussi endommager les poteaux électriques autour. On a des arbres avec des branches sectionnées et juste en bas, on retrouve le cadavre de la vache. Les animaux se sont retrouvés très loin des troupeaux, parfois les 10-20 km, voire même plus loin. C'est des distances qu'ils n'auraient pas pu franchir naturellement. J'ai vu aussi dans un cas, on parle de bouses retournées, comme s'il y avait soit un impact au sol, ou soit un rayonnement quelconque, ou un vent, je ne sais quoi. Donc voici un peu les listes des anomalies, des animaux vidés de leur sang, des fluides corporels. Ça, techniquement, c'est compliqué à faire, même de nos jours, parce qu'ils disent qu'il en restait très peu du sang. Disparition ou état normal des organes internes, des couleurs normales, des blessures très nettes et parfois cautérisées, l'essence obligée de l'usage d'un laser. Alors, le laser existait bien dans les années, au début des années 60, et après il y a eu des applications industrielles. Donc les lasers, les pistolets laser, il y en avait, mais par contre c'était des dispositifs très volumineux. On ne pouvait pas les promener comme ça. Bon, pas de traces de saignement. Alors, quand on dit que les prédateurs ne semblent pas vouloir s'approcher des corps, parce que normalement un corps des certaines natures, qu'il soit animal ou humain, il est rapidement attaqué, souvent à 3 jours. Il est attaqué par des oiseaux, par des coyotes, enfin pas chez nous parce qu'il n'y a pas beaucoup, mais ça peut être des loups, ça peut être des insectes nécrophages et autres. Or là, il semblerait que les corps ne soient pas attaqués.
Il y aura peut-être une explication pour ça, que je donnerai plus tard. Présence ponctuelle d'éléments chimiques, et notamment des anticoagulants. Donc, peut-être pour aider l'extraction du sang, il n'a pas été donné là, bon, il y avait autre chose aussi. Lida Milton-Hu, qui a fait beaucoup de travaux là-dessus, pense qu'il y a eu des chaleurs, des radioactivités, des micro-ondes. On a trouvé des marques, parfois circulaires ou parfois en triangle. Alors, certains ont objecté que des marques en triangle, un engin tripode, c'est pas l'idéal pour la stabilité. S'il repose sur trois pieds, s'il y a du dénivelé, par exemple, il peut tomber. Et ce à quoi un émetteur avait répondu, sauf si les pieds sont télescopiques. Des signalements d'hélicoptères noirs. 188 cas selon l'ufologue Thomas Adams. Alors, ce qui est curieux, c'est les vols ne sont pas officiels, parce qu'en fin de compte, un hélicoptère ne peut pas sortir comme ça d'une caserne, ou même d'un aéroport. Les vols sont consignés, on sait qui conduit l'aéronef et qui le rapporte. Or, là, officiellement, ils n'étaient pas mentionnés. Parfois volant lors des tempêtes. Et c'est à signaler, puisque certains jours de tempête, même l'US Air Force ou d'autres services n'osaient pas sortir en hélicoptère, tellement il y avait de vent, parce que c'était trop dangereux. Mais malgré ça, on notait quand même des hélicoptères mystérieux. Très curieux aussi, c'est qu'on les observe la veille ou le lendemain des prestations, ce qui sous-entend que c'est un acte prémédité et après que c'est surveillé. Et toutes ces histoires d'hélicoptères a failli dégénérer. Parce qu'effectivement, il y a des hélicoptères civils, par exemple, qui viennent surveiller des lignes haute tension, qui viennent surveiller des installations. Quand, il y a un moment, un équipage s'était posé, et il y a des fermiers qui sont venus les entourer, et qui sont venus les menacer avec des fusils, parce qu'ils pensaient que c'était dans le coup. Et ça a failli dégénérer. Et ça a conduit à plusieurs choses. C'est que, donc on a restreint les sorties d'hélicoptères des casernes et des vols civils, et on leur a ordonné de prendre de la hauteur. Parce qu'il y avait aussi des échanges de tirs. C'est-à-dire que des fermiers ont tiré sur des hélicoptères, qui sont mystérieux ou non d'ailleurs, et il semblerait que des pilotes aient riposté. Alors là, ce qui aurait été intéressant de savoir, c'est de récupérer le projectile. Parce que si on récupère les projectiles, on aurait pu identifier quel type de munitions il s'agissait et voir par exemple si c'était des fusils militaires ou autres. Et même retrouver l'arme s'il y avait de la balistique. Alors voilà la liste des hypothèses. Alors, la première, c'est celle des prédateurs naturels. Et quand les fermiers ont fait pression sur les politiciens et les sénateurs qui ont demandé des investigations fédérales, on attend depuis longtemps une enquête du FBI. Et en fin de compte, les résultats ont très déçu, puisque c'était cette Operation Animal Mutilation de Kenneth Rommel qui conduit à conclure qu'en fin de compte, toutes ces prédations sont naturelles. Ce seraient des charognards ou des animaux qui auraient fait le coup. Et il donne quelques éléments d'explication. Pareil, au Canada, une réponse d'une revue vétérinaire canadienne, celle-ci, Maggot Mutilation and Meat, donc des asticots, des mutilations et des mythes, les modèles post-mortem nécrophages sur les carcasses bovines. Parce qu'en fin de compte, il y a des mutilations animales aussi à la frontière canadienne, proche des États-Unis. Et la police enquêtait là-dessus, et la police a fait savoir qu'elle n'était pas d'accord avec cette thèse de mutilation animale faite par des prédateurs naturels. Ils pensaient que c'était plutôt des sectes. Et concernant l'enquête du FBI, elle était très contestée. Mais en tout cas, elle s'argumentait sur les points suivants: mort naturelle, infection, le black leg, qui est bien connu dans ce domaine, le fait qu'un corps gisant dans la nature est rapidement attaqué. Certaines espèces dévorent les parties molles, qui pourraient éventuellement correspondre aux parties sectionnées. Voilà, et si les charognards sont dérangés, la carcasse peut rester partiellement rongée. Certains peuvent pénétrer le corps sans laisser forcément de traces, et c'est à l'intérieur qu'ils vont dévorer le reste. Et il est vrai qu'il y a eu des autopsies qui étaient très tardives, parfois un mois après les faits, parfois plusieurs mois. Et là, à cause de la putréfaction, c'est très difficile d'en tirer des conclusions. Bon, enfin, voici pour l'hypothèse naturelle qui a été contestée. Alors, là, mon document a été tronqué, je vais faire de mémoire. Les hypothèses de civils.
Hypothèse humaine 1, donc c'est-à-dire que c'était des personnages civils qui ont été impliqués. Alors effectivement, on redoute dans certains cas des vengeances et des règlements de compte entre fermiers, des fraudes à l'assurance, donc des fermiers qui auraient tué leurs propres bêtes pour obtenir des primes. Après, il y a eu la thèse des serial killers. Parce que, effectivement, quelques scènes de crime comportaient des indices qui montraient que c'était clairement humain et malveillant. Donc, il n'y avait pas d'incision chirurgicale, il y avait des bris de clôture. Et effectivement, si on analyse un peu plus cette thèse, en France, on peut se refaire aux travaux de Stéphane Bourgoin, qui est spécialiste français des serial killers. Il en a interrogé à date plus de 70. Directement, il est allé voir aux États-Unis. Il écrit des livres et il intervient dans l'émission à l'heure du crime de Pradel. Et la synthèse un peu qui fait de ces phénomènes de serial killing, c'est que d'abord, c'est très souvent des individus isolés. Bon, surtout aux États-Unis. Des fois, ils peuvent agir par couple, en couple, ou alors par petits groupes. Mais on imagine mal voir un même serial killer, voire même plusieurs, aller massacrer 10 000 têtes de bétail, ou alors il est vraiment extrêmement discret, organisé. Mais le phénomène de confrérie de serial killer n'a jamais été dévoilé publiquement non plus. Il y a des rumeurs qui courent sur des sectes sataniques, mais on imagine mal des gens comme ça, même s'il peut y avoir des phénomènes copycat. Ça c'est connu dans une histoire criminologique. Il y a certains des accès qui ont imité le mode opératoire de certains serial killers pour le reproduire, mais c'est quand même assez rare. Je vais vérifier quelque chose sur la page suivante. Non, ça va vraiment tronquer tout le document que j'avais fait sur ce sujet-là. Donc, après, il y a eu la thèse des sectes sataniques, parce que à l'époque, il y a eu l'apparition de l'église satanique aux États-Unis. C'était Anton LaVey qui avait créé ce mouvement-là. Bon, et dans un pays aussi puritain que les États-Unis, ça fait tâche une église satanique, et c'est pour ça qu'il s'est pris des procès, parce qu'il y en a certains qui redoutaient qu'il y avait des actes criminels et des sacrifices humains ou animaux derrière. Mais malgré les procès, il n'a jamais été condamné, parce que d'après ce qui se dit, d'après ses ouvrages, c'est plutôt une philosophie qui dit consiste à dire fais un peu ce que tu veux. Mais on n'a jamais eu, dans ce cas, des actes sataniques révélés. Il y a eu la thèse des buveurs de sang aussi. On pensait que c'était des drogués, des malades qui allaient sacrifier des vaches pour récupérer du sang. Plus tard, dans les années 80, il y a ce qu'on appelle la satanic panic aux États-Unis. C'est-à-dire que les médias voyaient des satanistes partout. Ils imaginaient que les groupes de black metal ou de heavy metal mettaient des messages à l'envers dans leurs chansons, qu'ils organisaient des orgies, que même dans des écoles, il y avait des réseaux sataniques, qu'il y avait des personnes qui ont été condamnées à tort, puis réhabilitées après. Mais ça, c'était un peu plus tard. Mais malgré tout ça, toutes ces rumeurs, on n'a jamais réussi à démanteler une quelconque secte satanique. Et l'objection majeure qui était apportée à cette hypothèse, c'est que, même si c'était une secte, il aurait fallu des très lourds moyens logistiques pour pouvoir organiser ces prédations sur une vingtaine d'États, ne pas se faire prendre, éventuellement aller louer des hélicoptères ou les posséder, sans se faire passer. Donc voilà pour les hypothèses humaines 1. Et on peut regarder les hypothèses humaines suivantes. Donc là, les hypothèses consistent à penser qu'on est face à des groupes beaucoup plus organisés, des groupes un peu plus solides avec des moyens. Alors déjà, pour reparler du contexte, à l'époque, le contexte socio-politique et militaire était assez tendu, puisqu'il y avait la guerre du Vietnam, on était en plein dedans, des opérations secrètes, des nouvelles technologies, le scandale de Watergate, et à ça s'ajoutaient des histoires de complot et de sectes. Concernant les hypothèses qui ont été avancées, celles de groupes pharmaceutiques, mais on n'en voit pas trop l'intérêt, parce que si les groupes pharmaceutiques voudraient tester des pollutions des animaux, ils pourraient très bien s'arranger sans risque et à moindre coût pour les avoir dans des abattoirs. Ensuite, les indices qui laissent supposer qu'on est face à une officine des services militaires ou paramilitaires sont les suivants. Ça, c'est extrait des études de Howard Burgess et de l'agent Gabriel Valdez du FBI, qui a beaucoup travaillé sur le dossier. Dans certains cas, il y a eu des coupures et des marques qui ont été trouvées sur des bêtes qui laissent supposer qu'il y a des sangles qui ont été utilisées.
On en verra après la faisabilité. Il dit que dans certains cas, ils ont détecté des sigles lumineux, phosphorescents, mais qu'on pouvait voir collant UV, comme si les bêtes elles avaient été marquées à l'avance pour dire que c'est celle-ci qui devait être enlevée ou sacrifiée. Alors concernant les éléments chimiques, on avait des anticoagulants, mais on parle aussi, des labos parlent aussi d'identification de formol. Et le formol, d'après ce qui se dit techniquement, mais c'est un point à vérifier, pourrait être responsable justement du fait que les carcasses ne soient pas attaquées par les prédateurs. Ça pourrait faire fuir des insectes et des animaux. Bon, c'est une piste à voir. Et après, des substances inconnues. Concernant les hélicoptères militaires furtifs, les premiers officiellement qui ont volé sont ceux-ci. The Quiet One, au Vietnam. Donc ça c'est officiel, il est exposé au musée de San Diego, donc dans le sud-ouest des États-Unis, près de la frontière mexicaine. Et ces hélicoptères n'étaient pas tout à fait furtifs, c'est-à-dire qu'on les entendait venir à 100 ou 200 mètres. Mais ils ont mené quelques opérations au Vietnam. Les suivants, c'était les notards. Donc toujours, j'ai mis un point d'interrogation parce que je n'ai pas la date exacte, peut-être à partir des années 80. Mais ici, le principe consiste à faire supprimer le rotor de queue pour le remplacer par ça. Alors là, ça représente un avantage technique au niveau militaire parce que le rotor de queue, c'est un endroit sensible. S'il est descendu, ça peut empêcher l'appareil de voler. Et là, en plus, le fait de mettre cette technologie de notard, ça réduit les sons. Et donc, il était supposé après, par exemple sur ces modèles Black Hawk, mais des années plus tard, qu'il y avait des modèles totalement silencieux. Alors par exemple comme celui-là, quand Ben Laden a été exécuté en 2011, il y a eu 2 hélicoptères des SEALs qui ont mené l'assaut sur sa résidence à Abbottabad, et il y a une photo qui a circulé, parce qu'il y en a un qui s'est craché, et sur cette photo on voit l'arrière, visiblement, je dis l'arrière parce que si on voit l'homme à côté, ça peut pas être un hélicoptère principal. Alors donc on pense que ça c'est le rotor d'un appareil silencieux. Donc il y a des rumeurs, et puis au niveau civil, on a des appareils à signature acoustique. Donc oui, peut-être que de nos jours, il est tout à fait probable qu'il y ait des hélicoptères totalement silencieux qui puissent voler, mais c'est très douteux déjà à cette époque-là. Enfin, ça représente un élément anachronique. Officiellement, on n'a pas dans les années 70-75, on n'a pas d'hélicoptères totalement silencieux. Après, on a pensé que c'était des tests d'armes chimiques ou biologiques. Alors, il y avait déjà des scandales, The Dugway Ship Incident, où il y a eu 6000 moutons morts. Ça avait fait un scandale. Et donc, Nixon avait interdit les expériences biologiques. Et puis, il y avait eu une convention internationale d'interdiction de ces armes. Mais ce qui n'empêche pas les États de toujours les utiliser. Parce que c'est pas parce qu'on signe un traité interdisant l'utilisation qu'on ne travaille pas dessus. C'est dans les laboratoires P3 ou P4 qu'on fait des recherches sur les poisons et les éléments bactériologiques les plus dangereux au monde. Ça c'est au cas où, par exemple, les États se font attaquer par ces agents, il faut qu'ils aient les moyens rapidement de produire des contre-mesures. Donc en France, aux États-Unis, dans d'autres pays, c'est assez laboratoire. Et une des thèses a consisté à dire qu'en fin de compte, c'était un agent infectieux qui s'était échappé, par exemple, de ces laboratoires ultra secrets. Alors c'est le NIDS aux États-Unis qui a commencé à développer cette thèse. Il a publié un rapport en 2003 en soulignant un lien éventuel avec les maladies à prions. Alors pour l'historique des maladies à prions, la première c'était la maladie de Kourou, KURU, qui est apparue en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans la fin des années 140. C'est dans les tribus à circuler où on a des maladies inexplicables qui commençaient à apparaître et on s'est aperçu que c'était une maladie à prions et qu'elle était totalement différente de ce qu'on connaissait avant parce que c'était ni un virus ni une bactérie mais c'était une protéine et c'est la première fois qu'on s'est aperçu qu'une protéine pouvait générer ce genre de maladie. Et donc c'était là, dans le cas précis, c'était dû à des rites funéraires anthropophages que la maladie a contaminé plusieurs tribus. Il y a eu à peu près plus de 2000 morts. La suivante c'était la trompe de mouton et plus récemment la maladie de la vache folle. Et donc la thèse du NIDS est de dire que par exemple la maladie de la vache folle est due
ou est lié à ces mutilations animales. Donc avec plusieurs sous-thèses. La première, c'était que ces hélicoptères et ces émissions suivent la propagation d'un agent, mais qui s'est naturellement développé. Ou hypothèse numéro 2, d'un agent qui s'est développé par des personnes nuisibles et d'origine non humaine. Ou alors, carrément, que c'est les personnes qui l'ont fait circuler volontairement ou internement et qui suivent sa propagation. Concernant cette thèse, il pourrait être remarqué qu'en fin de compte, la maladie de la vache folle, c'est pas aux États-Unis qu'elle fait le plus de morts. Il y a eu à peu près un peu plus de 200 morts, mais les 3/4 c'était au Royaume-Uni. Aux États-Unis, il y a eu juste quelques décès. Donc, ça a été visiblement bien jugulé. C'est au Royaume-Uni où ils mélangeaient des carcasses de vaches contaminées. Il les transforme en farine animale, il les mélangeait avec le reste, et c'est pour ça que ça provoque autant de morts. En tout cas, actuellement, c'est considéré comme jugulé, sauf qu'il y a certains scientifiques qui disent que le délai d'accumulation peut être très long. C'est-à-dire que ça pourrait faire des dizaines d'années, donc il n'est pas exclu qu'il y ait des nouveaux cas qui apparaissent. Et enfin, on a dit que ça pouvait être des thèses, des tests pour suivre des effets de tests nucléaires ou de zones contaminées ou autres. Les gens qui ont argumenté sur ce point disaient qu'enfin, quand les zones où il y avait des prélèvements, où on a retrouvé ces cadavres, étaient adjacents aux zones où on a fait des essais nucléaires. Bon, je prends un peu de bon, entre-temps, si vous avez une question sur ces, avant qu'on passe au... La maladie d'Alzheimer et la maladie de la vache folle, ça pourrait être la même chose. Et il y a énormément d'Alzheimer aux États-Unis. Oui, alors c'est la maladie de la vache folle qui, quand elle se transmet à l'homme, provoque la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Oui. Et sans entraîner l'Alzheimer, parce qu'on dit que l'Alzheimer c'est chez des jeunes aussi. Et alors à noter, bon, Jacques Cosan a étudié, enfin il a communiqué sur ces questions, oui, donc parce qu'effectivement, comme j'ai vu que dans les dossiers, il y avait des liens entre la maladie d'Alzheimer et la maladie à prion, j'ai demandé à un biologiste qui m'a dit qu'effectivement, c'est pas très bien clair sur la maladie d'Alzheimer, on ignore une partie du déroulement. Mais il me disait qu'effectivement, il y avait des scientifiques sans travailler sur ce cas des mutations inexpliquées qui avaient fait des tests disant que la maladie d'Alzheimer était une maladie à prion. Mais officiellement, c'est pas accepté comme ça. Mais en tout cas, on ne sait pas. On ne sait pas. Je vais dire une chose. En fait, le déclenchement de la maladie de la vache folle en Angleterre, c'est vrai qu'on mettait des cadavres de vaches contaminées dans le mélange pour faire des aliments pour le bétail, mais c'est surtout qu'on a décidé, pour gagner de l'argent, de descendre la température de cuisson. On a toujours fait ça, en fait, mettre des cadavres, et en baissant la température de cuisson, le prion n'a plus été détruit, et c'est comme ça que la maladie s'est développée. Et cette décision de baisser la température avait été aussi prise aux États-Unis dans les années 70, ça ce qu'on ne sait pas, et c'est revenu ensuite, ils ont remonté la température, ils n'ont jamais rien dit pourquoi ils ont remonté la température. Oui, à ce propos, je peux rajouter quelque chose. C'est-à-dire que c'est très difficile, en plus, de se débarrasser des maladies à prion. C'est-à-dire qu'il faut les mettre à une température très élevée, largement plus élevée que pour détruire un virus ou une bactérie, par exemple. Et c'est pour ça qu'on a eu du mal à s'en débarrasser. Oui. En ce qui concerne justement la maladie à prion, plus exactement le cas de la période des vaches folles dans les années 90, comme il y avait une grande animation de sécurité, de précaution, on parlait par exemple de fermes entières en France en tout cas, qui étaient par exemple entourées avec des systèmes analogues ou barrages électrifiés pour dissuader les personnes, des panneaux entiers à certains endroits circuler dans les lavoirs, etc. Sur des fermes entières assez nombreuses. Et alors, il y a un problème. Est-ce que vous avez entendu parler d'une certaine chose? Parce que j'ai vu ça, une sorte d'allusion journalistique une fois ça. On a dit que certains cas, durant la période des vaches folles, on a dit que certains cas étaient montés en parallèle par exploitation.
incontestablement a été identique. Et les conséquences en règlement alimentaire, oui. Mais on a vu qu'un certain nombre de cas auraient été organisés à juin liés à des théories consistant à envoyer des personnes cobayes un peu fanatiques, style adeptes de Jean-Claude Vorilhon, par exemple, aux extraterrestres, notamment certaines femmes qui étaient prêtes à être sauvées à l'idée de leur santé que les êtres d'ailleurs. Et donc, un certain nombre de cas, on va dire, auraient été superposés à ça, à la crise des vaches pour en faire un moyen de renvoyer à des choses qui auraient été vues à des contacts officiels extraterrestres préalables. C'est ça ta question? Okay. Oui, le lien entre les deux n'est pas bien établi, mais je vais passer à la thèse extraterrestre. Comme ça, on aura peut-être la réponse à la question. Est-ce qu'il y aurait une corrélation entre Guillain-Barré et la vache folle? Entre eux? La maladie de Guillain-Barré. Je ne connais pas trop, je ne peux pas répondre techniquement. Qui vont dans les hôpitaux, qui ont le même symptôme, et c'est étiqueté Guillain-Barré et c'est pas étiqueté vache folle. Dans ce cas-là, il faudrait regarder comment on décèle les deux et s'il n'y a pas d'erreur possible. Mais concernant cette maladie de Guillain-Barré, je ne l'ai pas étudié avant. J'ai jamais entendu parler. Alors, pardon, je peux poser une question. Comme vous allez parler de transport, je voulais poser une question sur les hélicoptères. Il y a des témoignages de gens qui ont vu ces hélicoptères ou qui les ont entendus, parce que c'est quand même très reconnaissable, la forme des hélicoptères américains. On a vu les Bell, Sikorsky, ils n'ont pas les mêmes formes, donc c'est facile à reconnaître. Et là, on a l'impression qu'il y a une espèce de mystère qui entoure ces hélicoptères noirs. Donc il y a des gens qui, dans ces histoires de mutilation animale, des gens qui ont vu des formes d'hélicoptères caractéristiques ou qui les ont entendus dans le brouillard, dans la nuit. Mais ils les ont vus. Ils les ont décrits. Parce que même des fois, ces hélicoptères descendaient assez bas. Suffisamment bas pour qu'on puisse dire qu'il n'y ait pas de sigle d'identification. Et comme on l'avait dit avec l'ufologue Thomas, là, il en avait quand même rassemblé à peu près 180. Les cas juste en quelques années, et après ça s'est poursuivi. Ce qui est effectivement anachronique sur ces hélicoptères, ou difficilement explicable, c'est d'abord qu'ils puissent voler contre les tempêtes, qu'ils puissent être silencieux, donc officiellement en tout cas à l'époque et toujours maintenant, enfin même si maintenant ce ne serait pas étonnant d'en trouver, et le fait qu'ils ne figurent pas dans les registres militaires ni civils. Ça peut toujours venir d'une officine, mais dans ce cas-là, il faut qu'elle camoufle. Il faut qu'elle camoufle le lieu de départ, le lieu d'arrivée. Il faut que les pilotes soient assez bons, qu'ils soient culottés, parce qu'ils reviennent sur des lieux de crime. Voilà l'ensemble des faits. Très nombreux, parce qu'au total, il y a eu au moins 20 000 mutilations en une dizaine d'années. Hein. Alors pour les chiffres, Gabriel Valdez disait 8 000. En moyenne, on considère que c'était à 10 000. Et après, ça a augmenté jusqu'à... l'hypothèse haute, c'est 20 000. Mais on s'est arrêté de compter à 20 000. Voilà. C'est Lindaro qui a dit ça. Oui, mais c'était pas qu'aux États-Unis, parce que Et c'est pas seulement aux États-Unis, parce qu'il y a eu toute la vague en Amérique du Sud aussi. Bon, je vais vous montrer des documents là-dessus. Ok, je pense qu'il faudrait continuer on va continuer l'intervention. Est-ce qu'il y a eu des photos de ces hélicoptères? J'en ai vu passer, mais je ne sais pas si je peux les authentifier. Mais effectivement, on voit des formes sombres avec des pales. Et pour le petit détail, moi, je vous en parlais tout à l'heure, mais je vais vous le dire, des fois, il y en a qui disaient avoir vu des hélicoptères dont les pales ne tournaient pas. Alors là, ça commence à devenir difficilement explicable. Ok. Alors, je poursuis, et puis on prendra les questions au fur et à mesure. Alors ici, comme on parlait de transport de bétail par hélicoptère, je me suis renseigné sur le fait, comment peut-on faire pour transporter légalement et officiellement une vache, enfin comment ça se fait. Donc là, effectivement, ça arrive, quand il y a des animaux blessés, une perdue dans les montagnes, on envoie des hélicos, et voilà quelques modèles. Donc oui, il n'y a pas de difficulté à transporter, mais sous condition de bien le sangler. Donc ici, on voit une sangle multiple qui passe sous le corps de l'animal, là aussi.
Et si je passe sur celle-ci, on voit que ça nécessite quand même une certaine logistique. Donc ici, il faut plusieurs personnes au sol pour pouvoir harnacher l'animal, ce qui est logique. Et ça, effectivement, c'est dans des réserves naturelles. Là, c'est le National Geographic qui a fait ça, par exemple, pour transporter un rhinocéros. Autre méthode, là, il avait attaché par les pattes. On voit que c'est compliqué quand même, parce qu'il faut rappeler qu'il ne faut pas laisser de traces. Donc, autre méthode qui a été envisagée, si c'est bien une hypothèse militaire, c'est celle d'une nacelle. Alors, j'ai pris un exemple, c'est celle du GIGN, parce que bon, quand ils sont quand même bien équipés, ces gens-là, puis ils ont l'habitude d'agir efficacement. Donc là, effectivement, sous le principe d'une nacelle qui se poserait au sol, il serait peut-être possible de pouvoir, par exemple, il faudrait neutraliser l'animal à distance, descendre et ensuite faire ce qu'il y a à faire, partir. La solution d'une plateforme a été aussi imaginée, mais bon, on remarquera dans les deux cas, c'est quand même ça alambiqué. Il faut savoir qu'il y a quelques canulars qui circulent, donc comme celui-ci, où on voit une vache qui est dans un pré, et qui est soulevé dans les airs. C'est une vidéo, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est un canular. Là, c'était un montage assez grossier, ça a été repéré parce que pour des raisons techniques. Bizarrement, quand ça zoome sur la soucoupe, ça devient de plus en plus flou. Et là, c'était tronqué, mais effectivement, il y a une vache qui est soulevée par une soucoupe. Là, je ne sais pas si c'est un canular, mais je trouve très kitsch comme soucoupe volante, un peu dorée. Là. Voilà, alors là, ça m'a mis tout. Ouais, c'est celle-là qui est vraiment abîmée. Je suis désolé. Je vais faire de mémoire. L'hypothèse extraterrestre. Alors, les auteurs qui ont développé cette thèse ont souligné de multiples aspects. D'abord, c'est les prédations qui sont commises parfois dans des temps très courts, parfois moins d'une heure. Il y a un fermier qui disait j'ai retrouvé ma bête complètement éventrée et mutilée. Il est anormal que personne ne se soit fait prendre, parce que ça a duré à partir de 67 et au moins jusque dans les années 90 aux États-Unis en tout cas. Et quand 10 ou 20 000 têtes de bétail sont mutilées, c'est pas normal que personne ne soit vu, attrapé, filmé. On a des éléments qui sont anachroniques, comme les bistouris. Les bistouris électriques, ils existaient déjà dès le 19e siècle. Mais les bistouris laser, donc de nos jours, on peut en trouver. Même si vous voulez acheter un bistouri laser, il y en a qui en vendent pour les médecins, ils sont très précis. Par contre, à cette année-là, en 67-70, c'était pas commun et c'est nécessité de volumineux appareillages. Ensuite, il y a une biologiste qui s'appelait Hopnor, donc qui, de mémoire en 1980, avait fait une étude sur une peau de bête mutilée. Et elle s'était aperçue, en regardant au microscope, que l'incision semblait passer entre les cellules, la découpe, ce qui est strictement impossible. Bon, j'ai demandé à un autre biologiste qui m'a dit effectivement quand on regarde les cellules au microscope, il n'y a pas de problème pour les voir, et elles sont même de différentes tailles. Mais sans passer le matériel dans un engin spécial, on ne peut pas comme ça découper entre les cellules. Donc elle a dit ça, et le lendemain, son laboratoire était cambriolé. On lui a piqué tous ses échantillons. Donc elle en a récupéré d'autres, mais là elle a joué fin parce qu'elle a mis aussi des factices dans son laboratoire. Et il y a encore eu un cambriolage, mais ils lui ont piqué les factices. Elle aurait dû, à mon avis, elle aurait dû le faire une troisième fois, et puis mettre des caméras ou un réseau de surveillance. Donc ça, on ne peut pas le vérifier, mais il faudrait voir sur d'autres cas si ça se reproduit. Après, la thèse a été alimentée par les observations d'OVNI, par des photos un peu curieuses. Celle-ci à Salida, c'est un peu plus tard, c'est en 1995, c'est dans le secteur, c'est un témoin, vous pouvez le retrouver sur le net, qui a filmé cette espèce de cylindre sur lequel il y a une lumière qui se promène. C'est classé dans une des meilleures observations d'OVNI. Les seules contre-explications qui auraient été données, c'est qu'on aurait filmé une toile d'araignée sur laquelle la lumière se serait réfléchie. Bon, c'est pas très crédible, mais bon, on peut regarder les deux vidéos pour voir. Ensuite, il y a celle-ci qui a été prise par Guess, où on voit deux espèces de cercles qui n'ont pas été vus à l'œil nu.
Et sinon, il y a Linda Moulton Howe qui avait développé cette thèse dans ses ouvrages et aussi des documentaires. Elle a été faire le tour des fermiers et elle avait repéré des indices anomaliques très curieux dans ces mutilations. Et d'autre part, il y a les témoins. Il y a eu plusieurs témoins, même si c'est rare, qui ont dit avoir vu ce qui s'était passé. Alors par exemple, Linda Moulton Howe cite Julie Dorati, qui dit avoir été abductée, qui était sur une table d'opération avec des petits êtres autour, et pendant ce temps-là, il y en avait d'autres qui découpaient un veau ou une vache juste à côté. Il y a aussi dans le livre de Michel Granger quelques témoins qui disent qu'ils ont vu des pilotes de ces fameux hélicoptères en disant qu'ils avaient la peau verte. Donc la peau verte, c'est pas très fréquent, en tout cas dans le métro, on n'en rencontre pas beaucoup des gens à la peau verte. Mais avec profil asiatique et peau verte, voilà comment ils disaient. Et récemment, mais là comme c'est tronqué, j'avais trouvé, je ne peux pas vous dire le nom, mais j'avais trouvé le reportage de la fermière en 1994 qui disait qu'il avait vu une bête qui était mutilée au sol. Il y en avait une autre qui était sur les genoux, et pendant ce temps-là, il y en avait une troisième qui était soulevée à quelques mètres du sol. Et donc, il entendait un son strident, mais il ne voyait rien autour de la bête. Elle était juste en lévitation. Donc, il est arrivé, il a tiré un coup de fusil. Ça n'a rien fait, il a tiré un deuxième coup de fusil. Et donc, après, il s'est en allé. Et là, il dit qu'on a retrouvé plusieurs vaches mutilées dans le secteur. Donc, après, là, il y a deux hypothèses. Il y en a des auteurs qui ont dit que c'était soit une technologie inconnue utilisée par les militaires qui aurait trouvé le moyen de soulever des objets du sol ou des masses un peu fortes, en sachant qu'une vache peut faire plus de 500 kg. Et sinon, deuxième hypothèse, l'hypothèse extraterrestre, mais là, il faudrait que ce soit dans ce cas-là, qu'ils aient une capacité d'invisibilité aussi. On n'a pas compris. Répétez, s'il vous plaît. Il faudrait que quoi qu'elle ait des capacités de camouflage. Attendez, j'ai pas compris. Ok, bon, on va le refaire. Oui. Donc la personne disait qu'elle a vu une Dans bête. l'hypothèse extraterrestre. L'hypothèse Vous extraterrestre. venez d'évoquer l'hypothèse extraterrestre. Ah oui. J'ai pas compris ce que vous disiez. Ok. Là, je parlais juste du cas de la personne qui disait avoir vu cette bête se soulever. Mais si on parle de l'hypothèse extraterrestre, la question majeure, je pense qu'on m'entend, c'est pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Ah ben voilà, ça c'est une bonne question. C'est une bonne question. Enfin, une bonne question là. Donc il y a eu plusieurs hypothèses. La première, c'est que effectivement, il pourrait suivre la propagation d'un agent infectieux aussi, soit qu'ils auraient mis en place, ou soit qu'ils auraient constaté, soit il pourrait chercher quelque chose de particulier dans ces bêtes, parce qu'ils prélèvent toujours les mêmes organes. Donc, il pourrait chercher des enzymes où il s'est dit qu'il pourrait trouver quelque chose qui pourrait pallier une dégénérescence cellulaire. Mais il y a eu des contre-explications, enfin il y a des anomalies, des contre-explications d'hypothèses extraterrestres. La première question, c'est si c'est bien d'origine extraterrestre, pourquoi est-ce que ça commence en 1967 et non pas en 1947, là où il y avait eu vraiment des premières grandes vagues d'ovnis modernes, même s'il y en avait avant. En 1946, il y a eu les vagues de fusées fantômes en Suède. En 1947, le rapport de Ted Butcher qui dit qu'il y a eu 854 d'ovnis entre juin et juillet. Et en 1948, des survols de bases nucléaires. Bon, donc ça fait longtemps que ce phénomène ovni est quand même présent. Et puis pourquoi tout d'un coup, il déciderait d'aller mutiler des bêtes? Ou ça n'a peut-être pas de rapport. Oui. Vous faisiez allusion aussi au fait que vous disiez certaines choses à l'apparence d'être humain ou humain, que, comme vous disiez, on ne verrait pas dans un métro, des ordres, etc. Et moi, j'ai eu une expérience extraordinaire qui, à ma connaissance, je ne sais pas, je n'avais pas vu rien, même en sortant d'une soirée. C'était d'ailleurs avant 20 heures, c'est-à-dire à une heure de fin de journée. J'ai vu en plein Paris, sur une ligne de métro, je me souviens, c'était la ligne 7, parce que j'habitais à Place d'Italie et j'avais déjà vu une fois sur la ligne de Versailles à Paris, en revenant de Versailles à Paris,
où le wagon était presque vide, j'étais seul, j'étais là, et un mec forme belette, c'est-à-dire ayant poil comme une belette, mais assis humainement, comme croix dans ses jambes hautes, et avec ses mains et qui, un jour où il faisait assez froid, enlevait juste, j'étais là, et donc il était là, et il n'y avait presque personne d'autre dans le wagon, enlevait la buée. Et extrêmement, je disais, il se fait en même temps, il dit, vous voyez, il faut réfléchir au gazeux, le froid, le jour. Voilà. Et alors donc, je me trouve dans cette ligne 7 qui arrive dans la place Italie, et quelque chose, je vois, mais alors là, une plus grande distance, et le wagon est plein. Avant 18h, 20h, c'est l'heure de le truc est presque plein, et je vois à un compartiment de fauteuil devant moi, le même qui tiens, un homme belette comme la première fois, un homme tout en value truc, mais qui là avait des petits gants en même temps, genre des petits gants en cuir, quoi, élégants, humains, voilà. Et alors là, il était là, mais alors moi, ce qui m'a trouvé stupéfiant, comme si les gens autour, dans leur routine, on comprend bien, ils sortent du travail, la fatigue, tout ça, une femme est à côté de lui, elle ne voit rien, elle ne remarque même pas en disant, je me mets ailleurs, non, mais elle est plongée dans un bouquin, alors elle ne voit pas, même elle ne voit pas ce qui est à côté d'elle, comme un grand nombre de personnes, vous savez que parfois même en conversant ensemble. Mais quel rapport, s'il te plaît, quel rapport? Parce que donc c'est un être, cet être ne pouvait pas être humain. Il était incontestablement. Donc tu dis que dans le métro, on peut voir des choses extraordinaires. D'accord. Oui. Mais c'est tout. Vous avez vu un extraterrestre dans Oui, ces ailes de forme. Ah, mais c'est formidable ça. Homme belette. Il faudra faire une soirée là-dessus. Oui. Pas un extraterrestre. Si on lui donne la parole, il la garde. Et alors, ce qui est... On en parlera si on fait un dossier sur les rencontres du troisième type, par exemple. Point important, c'est que le fameux grand amphi de l'Enza, où j'appréciais en bout de ligne après avoir vu ça, ce premier nain a exceptionnellement, bien qu'à l'ENSA, on fait uniquement des cours d'ingénierie, de choses comme ça, techniques, il y a un petit cours exceptionnel qui a lieu une fois par semaine à l'ENSAM, sans doute pour équilibrer peut-être la présence architecturale avec l'hôpital Pétria à l'autre bout du boulevard de l'hôpital. Il y a des cours de dissection. Alors, c'est comme si j'avais posé le level qui m'inspirait à nouveau à réfléchir. Là où j'aboutissais, on évoque la dissection. D'accord. Oui. J'aime bien vous poser une question qui m'apparaît pertinente. On n'a pas abordé ce cas-là dans l'hypothèse militaire, c'est qu'effectivement il y a les carcasses. Parce qu'effectivement les carcasses sont laissées au grand jour, étalées avec la preuve. Pourquoi est-ce que les militaires feraient ça? Voilà. Et donc, effectivement, si c'est des militaires qui sont derrière ça, pourquoi est-ce qu'ils feraient ça? Ils feraient ça discrètement dans leur laboratoire, pas au grand jour, en étalant tout. Alors, différentes hypothèses pour ça, que ce soit d'origine militaire ou exogène. La première est de dire, si on laisse les carcasses, c'est un peu une méthode de dire, on fait ce qu'on veut, on agit en toute impunité. C'est comme quelqu'un qui boirait un soda puis qui jetterait la canette. Il y en a qui pensent qu'il y a un message derrière. Par exemple, si c'est pour la surveillance d'un agent infectieux, dans ce cas-là, c'est pour signifier à d'autres personnes qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Ou alors, il y en a qui ont pensé qu'il y avait un message à de plus grande ampleur, qui ont creusé là-dessus, qui serait lié aux organes prélevés, que ce serait un code, mais je ne vois pas l'intérêt de sacrifier un tel nombre de bêtes juste pour laisser un message. Il y a des moyens plus simples de le faire. Est-ce que je peux raconter 30 secondes? J'ai enquêté un petit peu sur le ranch de Nice. J'en ai parlé avec le colonel Alexander à Laughlin en 2000. Alors, oui, voilà un cas de mutilation que je vous pose. Il y a eu un animal complètement mutilé en moins en une demi-heure sur le ranch de Nice. L'équipe qui était là, c'était l'équipe donc de Bigelow qui avait acheté le ranch dans l'Utah.
Ils sont allés de l'autre côté de la colline, ils sont revenus une demi-heure après, et la bête, qui était vivante et en bon état avant, était complètement dépecée en une demi-heure. J'en ai parlé avec, j'ai eu l'occasion de rencontrer le colonel Alexander, qui dirigeait l'équipe scientifique de Nice. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous pouvez confirmer ça? Oui, bien sûr, c'est ce qui s'est passé. Mais est-ce que vous allez publier ça sur votre site? Parce qu'il y avait le site de Nice. Il me dit, oh non, on ne va pas me montrer ça. Et puis en fait, 2 ans après, 1 an ou 2 après, ils l'ont montré. On a les photos, je les ai. Donc c'est intéressant parce que c'est un ancien militaire, le colonel Alexander. Et il m'a confirmé, je vous le dis comme je vous parle, que c'était bien un vrai cas qui s'était produit, on a les photos et tout. Donc ils n'ont aucune explication pour ça, et la seule explication en réalité, c'est une mutation extraterrestre. Ok, très bien. Juste pour dire que le mois prochain, Elisabeth de Caligny va nous parler justement du cas de ce ranch. Alors voilà, on va voir si elle est au courant. Oui. Daniel Robin, dans son ouvrage, parle du livre, il a sa vision des choses sans détail. Oui, j'ai mis ce livre-là. Mutilation, ovni en place secret. Qui est très bien parce qu'il y a un peu cette hypothèse de l'humanité du dehors aussi. Oui, il est question également que les fermiers soient payés pour ne pas déclarer ces cas aussi. Donc, ce qui expliquerait qu'il y a il n'y a pas toujours des cas déclarés, ça mène nulle part. Parce qu'en fait, on paye pour qu'ils ne se plaignent pas, pour que les enquêtes n'aboutissent pas de toute façon. Voilà, et il est question qu'actuellement, depuis quelques années, il y a beaucoup moins de mutilations animales, d'après ce que j'avais lu. De suspects en tout cas. Oui, il semble curieusement que ce soit intéressant, plus ou moins, je ne sais pas. Là, je vais vous parler d'autres cas mondiaux. Il y en a qui sont mystérieux, il y en a qui sont moins. Là, aux États-Unis, dans la grande vague de dirigeables mystérieux qui avait commencé en 1896 en Californie, et puis après qui s'est étendu en 1897 dans le Middle West américain, il y avait cet épisode du fermier Hamilton qui dit qu'il y avait une de ses vaches qui a été capturée avec un final par un engin volant. Mais en fin de compte, il aurait retrouvé sa vache, il l'a lui-même incinérée, mais tout désigne un canular sur ce cas, puisqu'il faisait partie, a priori, du Liars Club. Bon, c'est pas très bien clair, mais pour l'instant, c'est la thèse majoritairement avancée. Il y a eu, au Bridgewater Lane, 1903-1907 au Royaume-Uni, une série de mutilations suspectes. Là, vous voyez un article de presse ici, mais en fin de compte, il n'y avait pas d'éléments mystérieux. Enfin, d'après ce que j'ai pu voir, il n'y avait pas d'extraction bizarre, de coupures cautérisées, d'engins volants et autres. En Argentine, à La Adela, il y a eu des événements beaucoup plus mystérieux qui ont été rapportés. Et en 2002, par exemple, le journal Rio Negro, Gran Misterio en la Pampa por vacas mutiladas, je fais une traduction rapide, sur un champ proche de Rio Colorado, on a souffert la mort des animaux et des cicatrices linéaires. Les bovins n'avaient plus de langue, d'yeux, de mamelles ni d'anus. Et ce qui est inquiétant là-dessus, c'est qu'il y a une mise en scène, une théâtralisation de la scène de crime, puisque les cadavres étaient disposés en cercle sur 300 mètres. Donc là, il y avait une volonté de spectacle morbide. Ça va manger les documents aussi. C'est un problème de conversion de PowerPoint au logiciel libre. Ici, il y a eu des cas en Suisse en 2005, mais là, on a eu une 60aine de cas. Et en fin de compte, ça a été attribué à un sadique. Là, pas d'événements mystérieux, pas d'ovnis, de blessures suspectes. Néanmoins, cet article dit, par exemple, le sadique a surtout sévi dans les journaux. C'était juste pour signaler un événement, c'est qu'il y a eu une surenchère médiatique. Ils voyaient des sadiques partout. Mais en fin de compte, après une analyse minutieuse, ils se sont aperçus que sur 60 cas de présumée mutilation, il y en a qu'à peu près 18 qui étaient réellement attribués à un sadique, voire à plusieurs sadiques, pensait la police.
Ça montre juste que quand il y a ces vagues de mutilation, en général, ça porte la lumière sur aussi des mutilations naturelles qui peuvent s'ajouter sur le lot. Donc ça, c'est en Uruguay, dans une réserve de Chad, 2005, des prélèvements d'organes, des alignements méthodiques des corps, notamment les têtes des femelles qui étaient toutes orientées dans la même direction, et avec des hélicoptères. Et plus récemment, j'ai trouvé ça, là, cet article qui date de 2007, en Australie. On a des mutilations d'animaux en ce moment, fin d'année 2007, un koala par exemple pour les oreilles coupées, mais pour l'instant la police n'a pas beaucoup communiqué dessus. Et là c'est difficile de voir s'il y a des éléments mystérieux parce que ça peut être, a priori qu'il y a eu des mises en scène avec des kangourous, donc avec des bonnets, tout ça, a priori c'est humain. Mais c'est difficile dans ces cas-là parce qu'on va vite dans la chronique des faits divers, des chats écrasés et autres. Il y a des tueurs de chats, là il y a une affaire à Londres, enfin bon, c'est difficile après de voir ce qui est mystérieux ou pas. Bon, enfin voilà un peu pour la revue de ces affaires, mais en tout cas les plus étonnantes, c'est celle d'Argentine en 2002 et d'Uruguay en 2005. Et là, ça c'est l'énigme du chupacabra. Des fois on avait dit qu'il y avait des animaux mystérieux qui rôdaient autour de ces événements. Alors ça a commencé en 1975 à Puerto Rico, où des animaux ont été retrouvés morts, vidés de leur sang avec des incisions dans le cou, et des incisions très profondes parfois. Alors là on a le journal Vocero, qui veut dire le porte-parole, et qui est un journal sensationnaliste, et ça se voit rien qu'à son titre, parce que là il dit un vampire attaquait un ouvrier à Moka. Il aurait pu dire, il aurait pu mettre à l'interrogatif, en disant une créature non identifiée a vraisemblablement attaqué un ouvrier. Mais bon, là-dessus, donc c'est une personne qui dit avoir jeté des pierres sur une créature non identifiée volante. Et il y a eu plusieurs thèses. La première était de dire que c'était des vampires, mais des chauves-souris vampires, qui sont effectivement des animaux existants. Les seuls animaux, les seuls mammifères hématophages, donc se nourrissant de sang. Et ensuite, parmi les animaux se nourrissant de sang, on a ceux-là, mais c'était pas la même région, c'est le Galapagos, c'est des pinsons vampires. Donc ils se mettent à plusieurs sur un autre oiseau, et puis ils donnent des coups de bec pour lui prendre son sang. Et après, bon, il y a bien sûr tous les insectes nécrophages. Il y a eu la thèse de grands serpents, bon, peu crédible, de sectes sataniques, encore la légende de l'homme moustique. Donc voilà comment a commencé cette énigme, et elle s'est poursuivie avec des témoignages beaucoup plus curieux. Donc on a, d'abord si on va à droite, on peut regarder un article du Washington Post qui est plus sérieux que les journaux sensationnalistes, et qui en 1995 dit qu'il y a à peu près 1000 morts animales suspectes, et avec des trous de la taille d'une paille. Alors 7 à 10 cm de long, c'est long quand même, hein, parce que pour qu'un animal ait des dents de cette taille, on ne trouve pas beaucoup dans les listes biologiques. Et après, plusieurs témoignages font état de créatures qu'on a appelées chupacabra, comme celle-ci à gauche, où un officier de police décrit une créature autour d'un arbre. Donc, je fais une traduction rapide. À droite, dessin fait par Torres de la créature dans l'arbre. Description, une petite tête avec des yeux grands, élargis et obscurs, une bouche et des narines quasiment imperceptibles, seulement avec des orifices. Des bras larges et des mains avec des petites griffes. Piernas, donc des jambes un peu plus remplies entre guillemets avec des griffes. Le corps de la créature était lisse, sans cheveux et avait différentes couleurs sur la peau. Obscur et clair, noir, marron, jaune, orangé, vert et purpure à pourpre. Bon, c'est une description assez étonnante qui pourrait recouper celle qui a fait le tour du monde de Madeleine Tolentino. Cette fois-ci, donc elle décrit une créature, donc là pareil, Phosphorescent Bright Colored Spine, je fais une traduction rapide, des épines brillantes colorées phosphorescentes comme des appendices qui courent tout autour du corps, de la tête jusqu'à la bas du dos. Donc après, là je parle d'éléments très surprenants, des épines colorées qui changent constamment de couleur, du rouge au bleu, au jaune, au vert, à l'orange, au violet.
une fine fourrure avec des poils noirs, 4 à 5 pieds, donc ça fait 1m80, 1m50, des yeux élancés, des petits trous pour les narines, des trous auditifs, pas d'oreilles, et des bras minces avec des griffes. On peut dire qu'elle est plus ou moins quand même rocambolesque cette description, parce que des épines qui changent de couleur, ça n'a rien de tout à fait naturel, surtout que donc on a pensé soit à une hallucination, ou soit une confusion avec un animal, un peu sur lequel serait venu se rajouter autre chose, ou alors des créatures biomécaniques ou extraterrestres. Voilà un peu pour faire le tour. Donc effectivement, on a plusieurs de ces témoignages, comme celui de Luis Guadalupe, aussi qui parle de démons de 4 à 5 pieds de haut. Il y a eu des... Oui. Pour le premier, ça ressemble énormément à un paresseux. Un paresseux, oui. Même la façon dont on passe là. Oui, c'est vrai. Oui, oui, tout à fait. De toute façon, ces éléments sont plus ou moins vérifiables. Parce qu'à partir du moment où il y a... Si ça serait produit devant une foule de dizaines de personnes, à partir du moment où il n'y a qu'un seul témoin qui les rapporte, il y a eu des contre-enquêtes d'ufologues aussi directement sur place à Puerto Rico, mais sans apporter grand-chose de plus. Tout ce qu'on sait, c'est que les mutilations sont réelles, et après, bon, il y a peut-être des éléments de folklore, peut-être qui sont rajoutés. Pour poursuivre sur le chupacabra, voilà quelques confusions qui ont été faites avec des animaux existants. Il y a la créature d'Elmendorf qui est assez connue, donc on voit un espèce de chien pelé avec des oreilles énormes qui a été filmé à San Antonio, donc la photo est réelle, mais elle est attribuée à un probable chien mexicain. En dessous, on a une photo d'un coyote qui est atteint de gale sarcoptique. Donc c'est un parasite qui provoque des chutes de poils. Donc après, c'est pour ça qu'ils apparaissent comme ça, la peau un peu nue, et ça peut donner l'illusion de créatures imaginaires. Et alors après, il y a toute une flopée de présumées créatures qui ont été capturées dans les 4 coins du monde, qui apparaissent sur le net, qui sont véridiques ou non. Il y a eu quelques canulars faits avec de la peau de poulet ou des choses comme ça, mais sinon des véritables créatures comme celle-ci. Donc là, pareil, on pense que c'est une espèce de chien, ou celle-ci qui a été... Là, j'ai pas suivi l'affaire sur cette créature qui est dans la cage. Qui est très curieuse, c'est qu'elle se nourrissait en utilisant ses griffes comme des mains, ce qui était un peu anormal pour un comportement animal. Mais a priori, parce que je peux voir sur les forums et les études, la plupart de ces photos sont élucidées. C'est-à-dire qu'il s'agit tout simplement d'animaux effectivement malades, sous-alimentés ou autres. Voilà. En signalant aussi que des prédateurs communs sont capables de commettre des carnages. Il y a des points avec les loups en France. Là, par exemple, ils disent qu'en 2014, sur un certain site, il y a 2200 brebis qui sont fait tuer par des loups, qui peuvent atteindre un état frénétique à vérifier pour les chiffres. Non, mais surtout, les bergers ont affaire aussi à d'autres animaux, qui sont les chiens errants. Oui. Et qui ne se font pas rembourser les bêtes quand elles sont tuées par des chiens errants, alors que quand elles sont tuées par des loups, elles le sont. Donc, ce qui s'est passé dans les années 90, ou début des années 2000, il y a des vétérinaires, je dirais, peu... scrupuleux. Comment dire, pas très... clair, pas très net. Pas très net, voilà, on va dire ça comme ça, qui ont prélevé sur un loup de l'ADN, et dans chaque dossier, ils mettaient de l'ADN de loup pour que les mecs se fassent embaucher. Ah, les salauds. Voilà. Mais bon, je connaissais pas l'anecdote. Petits escrocs. Mais pour revenir un peu dans le genre de pratique, il y a une pratique qui n'a pas été évoquée ici, c'est celle, elle est interdite, hein, elle est interdite depuis les années 50. Mais là, on parlait justement d'une vague de mutilation en Australie. En Australie, il y a une dizaine d'années, il y a eu des procès contre des éleveurs, parce qu'en fait, quand il y a des parasites qui envahissent les animaux, il y a une pratique qui est ancestrale, mais qui est interdite parce qu'elle est tellement atroce que c'est inadmissible. Et on prend donc un couteau bien aiguisé et on découpe à vif
toutes les parties qui sont infectées. Donc, l'anus, pour les bovins, les parties en dessous où il y a la jugulaire, enfin en dessous le cou, ces parties molles qui pendent un peu, donc ceux qui sont les parties les plus attaquées par les parasites, toutes sortes de parasites, entre autres la tique, qui est la principale. Et ce qui se passe, c'est que ces animaux meurent. Et quand ils meurent, quand on voit les blessures qui ont été photographiées, qui ont été publiées dans la revue de la Fondation Brigitte Bardot, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau aux mutilations animales. Parce que, avec le temps, quand la cicatrisation commence, parce qu'en fait, quand ils font ça, souvent il y a des dizaines d'animaux qui ont été infectés, donc sur 50 bêtes infectées qu'on a traitées comme ça, il y en a 2 ou 3 qui meurent, bien sûr. Et en fait, quand on voit les cicatrisations, ça ressemble énormément à certaines mutilations animales qu'on a relevées aux États-Unis. Donc les gars, ils le disent pas parce que c'est interdit. Mais il faut qu'ils se fassent rembourser leurs animaux quand ils meurent. Donc c'est un peu comme je disais pour les loups, on raconte une connerie pour essayer de se le faire rembourser. Oui, il faudrait voir après sur les photos ce que ça donne. C'est assez étonnant. Et après les photos des cicatrices et le prélèvement du sang et tout ça. Alors là, pour le de la moelle épinière. Il y a aussi, parce que je pense que c'est un phénomène qui n'a pas une cause unique. Je pense que c'est un phénomène qui a certainement plusieurs causes. Et pour l'histoire des animaux qui sont entièrement exsangues, il y a un article que madame a transmis, que j'ai vu que tu avais marqué Suisse UFO, donc c'est Bruno Moncusi, membre du SO aussi. Et Bruno Moncusi nous a passé un certain nombre de coupures de presse, et entre autres une coupure de presse sur la façon dont le climat attaque les bovins. Et la première chose que fait le climat, il coupe la jugulaire, on parlait de trou ici, il coupe la jugulaire et il absorbe tout le sang. Il absorbe des litres de sang. Donc l'animal est exsangue. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il mange les parties molles. Donc toutes les viscères, donc les non, le sang ne s'écoule pas. Il n'y a jamais eu. Il y a pas de climat, sort tout le sang. Il absorbe le sang. Les 20 litres de sang de la vache. Je sais pas, mais enfin bon. Il faut être sûr qu'il y ait des pumas dans tous les États des États-Unis. Il y en a. Parce que moi j'ai 5 litres de sang. C'est vrai que comme on le disait tout à l'heure, hein. quand il y a des vagues de mutilation inexpliquées, on commence à faire le zoom sur des blessures d'animaux qui sont tout à fait normales. C'est-à-dire qu'en Suisse, ça fait quelques années qu'il y a des animaux qui peuvent se blesser naturellement quand ils s'accrochent sur les barbelés, ils peuvent se faire attaquer par des renards ou je ne sais quelle créature normale qui viennent qui leur laissent des blessures. Et effectivement, ça se rajoute au dossier, quoi. Donc après, il suffit de faire le tri, enfin il suffit. Mais concernant les mutilations mystérieuses, c'est parce que c'est d'abord rapporté par les éleveurs qui connaissent les cas de mort naturelle, qui ont pu faire la différence, par des équarrisseurs qui voyaient la majorité des bêtes arriver dans des états de mort normal, mais il y en avait qui étaient dans des états pas du tout normaux. Et puis après, quelques vétérinaires. Donc effectivement, il y a une fraction mystérieuse qui a duré principalement aux États-Unis pendant cette période. Donc à 2 reprises, le laboratoire de la biologie a été configuré, le laboratoire où elle avait étudié les divisions des cellules sur les tissus qui avaient été prélevés sur ces animaux mutilés. Donc ça, c'est quand même un fait matériel et concret qu'on ne peut pas, qui est quand même assez curieux, qui ni tue le cambriolage à des extraterrestres, ni à des animaux. Donc là, il y a quand même des éléments bien précis matériels.